Bonjour, vous êtes sur le podcast de T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Je m'appelle Stella, je suis membre du comité de direction d'une entreprise du continent. Le podcast de cette semaine est une interview. Bonjour Marius, merci d'avoir accepté cette interview qui me tenait vraiment à cœur. C'est pour ça que j'étais un peu derrière toi pour cet entretien, parce que je pense que tu as un super parcours, tu as un exemple de parcours inspirant à partager à des personnes plus jeunes dans leur carrière et qui peut motiver en fait à croire en ses rêves, à continuer de travailler pour continuer à grimper des échelons. Donc, je vais commencer par la question la plus simple. Est-ce que Marius, tu peux te présenter pour les auditeurs? D'accord, merci beaucoup, Stella. Merci, c'est toujours un réel plaisir lorsque l'opportunité nous est donnée de partager un bout de notre très, très, très modeste expérience. Et je voudrais vraiment te remercier pour cette occasion-là qui est donnée de pouvoir faire ce partage-là. Et alors, je suis Do Marius, marié, père de quatre magnifiques enfants. Alors, donc, je suis en ce moment directeur commercial et opération à la compagnie ivoirienne d'électricité. D'accord. Et du coup, si on doit un peu rétrospectivement revenir sur ton parcours, après tu vas nous expliquer ce que ça veut dire directeur Mhm. commercial et opération. Mais D'accord? donc, un peu ton background, si tu dois repartir. Quelles études, quel bac tu as fait, quelles études tu as fait par la suite et pourquoi ces choix-là? D'accord. OK. Il faut dire au niveau des études, le bac, il s'est fait au lycée classique d'Abidjan. Donc, un baccalauréat scientifique série C. Après, on a eu l'opportunité de rentrer à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Voilà, ainsi qu'en commençant par les classes préparatoires et qui a débouché sur un cycle ingénieur. Donc, je suis diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, option électrotechnique, ingénieur, option électrotechnique. D'accord. Le lycée technique est un lycée d'excellence, hein. Euh, c'est pas tout le monde qui peut entrer là-bas. Comment ça s'est fait un peu? C'était un choix naturel. Comment ça s'est fait le choix de ce lycée? Oui, il faut dire au niveau de la Côte d'Ivoire, toute modestie mise à part, c'est l'établissement d'excellence rêvé. Enfin, la majeure partie de tous ceux qui embrassent un peu une filière scientifique au niveau du lycée. Donc, naturellement, quand nous étions au lycée classique, l'un des rêves était de pouvoir aussi continuer au niveau supérieur dans les établissements d'excellence. Et l'INPHB offrait bien sûr cette opportunité de carrière. On avait reçu l'information de certains dévanciers, voilà, qui étaient des opportunités en termes de qualité de formation, en termes de culture d'excellence. Et comme c'était des choses, c'était des valeurs en tout cas, que nous partagions, naturellement, on avait tout intérêt à pouvoir rejoindre cette école. Donc, ça a été sélectif comme ça l'est aujourd'hui. Donc, après le bac, effectivement, c'est sur étude de dossier. Voilà, donc à notre époque, c'était vraiment des études de dossier, voilà, pour pouvoir sélectionner ceux qui étaient estimés être en ce moment-là les meilleurs pour pouvoir effectivement rentrer à l'école. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et pourquoi le choix de cette spécialité que tu as faite tu as dit l'électromécanique, hein? Électrotechnique. Alors, il faut Électrotechnique. dire qu'on a commencé par les classes préparatoires et après 2 années de classes préparatoires, effectivement, il y a plusieurs filières d'ingénieurs, voilà, qui s'offrent à nous. La filière électrotechnique, particulièrement parce que, faut dire que c'est parti de peine que j'avais un peu vécu, hein, personnellement. Et puis, c'était des peines liées un peu à un parcours client au niveau du CIE. Donc, bizarrement, il y a eu deux problématiques. La première, j'avais un devoir de mathématiques quand on était en terminale. Et ce jour, après les cours, donc le devoir devait avoir lieu le lendemain. Et lorsque je suis rentré à la maison, eh bien, il y avait une panne d'électricité générale dans le quartier.
Ah, On y est resté comme ça toute la nuit. Pourtant, j'avais des voix le lendemain. Donc, c'est clair que j'avais pas pu étudier comme je le souhaitais. Et manifestement, ça a eu un impact sur mon devoir dans un contexte au lycée classique où la bataille était très rude en ce moment. Voilà, pour, pour les premières places. Donc, tu peux imaginer en ce moment-là toute la frustration que ça faisait. Donc, voilà, pour moi, effectivement, être dans un contexte où ne pas avoir l'électricité pour étudier, tu vois un peu ce que ça peut faire. Ça, c'était la première peine. Mais bon, elle était quand même passagère, puisque après, par la grâce de Dieu, on a pu rattraper un certain nombre de notes pour pouvoir avoir des moyennes qui soient acceptables. Deuxième peine, il se trouve que j'ai été envoyé par les parents pour aller régler la facture d'énergie. En ce moment, à CIE, il n'y avait pas ces opportunités voilà, que les paiements digitaux offrent aujourd'hui. Donc, il fallait faire le rang. Donc, je me suis levé tôt à 4 heures du matin pour rendre à l'agence CIE pour pouvoir effectuer le règlement de la facture. J'y ai passé toute la journée sans pouvoir régler la facture. J'y suis revenu le lendemain, même scénario. Et c'est à la troisième journée que j'ai pu le faire en soirée. Donc, régler une simple facture, regarde le temps que j'ai mis, et puis ça passait la date limite. On a dû le faire en payant la pénalité après date limite. Donc, toutes ces peines-là, effectivement, ont commencé à développer cela en moi. Et lorsque, arrivé à l'INP, après les classes préparatoires, il y avait cette filière électrotechnique, voilà, qui permettait naturellement de déboucher sur des métiers d'électricité. Il est clair que ça a commencé à susciter cet intérêt-là en moi, voilà, pour aussi faire un parcours au niveau de la partie électricité, faire en sorte qu'on puisse contribuer à ce que les questions liées à l'accès à l'électricité qu'on puisse aussi, en tout cas, être porteur d'un certain nombre de valeurs pour surtout être au cœur des préoccupations des populations, des clients, et puis contribuer à apporter des solutions pour éviter naturellement ce que moi-même personnellement, en tant que jeune élève, j'ai pu vivre. Voilà un peu comment les choses se sont faites. C'est vrai qu'il y avait d'autres filières, donc des choix en tout cas différents, mais à cause de cette peine-là, effectivement, j'étais particulièrement intéressé par travailler dans le domaine de l'électricité. waouh, eh ben dis donc, c'est pas toutes les personnes et tous les jeunes qui se diraient, bah, je vois ces peines, je peux aller contribuer à les améliorer en fait. Les gens seraient plutôt dit, surtout ne pas aller dans cette entreprise-là, comme ça je ne suis pas associé au résultat. Alors que toi, ton mindset était de dire, j'ai vécu ça en tant que client, bah, je vais aller participer à améliorer. Je trouve ça extraordinaire, surtout en étant jeune, en fait, d'avoir ce mindset-là. Donc toi, tu as toujours en fait voulu travailler pour la CIE Dans le domaine de l'électricité, parce dans le domaine de que l'électricité, d'accord. voilà, D'accord. c'était vraiment une félicitation sur la partie électricité, parce que j'avais vécu en tout cas ces deux situations-là comme vraiment des éléments frustrants. Il est clair qu'en ce temps, voilà, là, et même aujourd'hui encore, la CIE continue en tout cas d'avoir un leadership très affirmé voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire sur toutes les problématiques d'électricité. Donc, il est clair qu'effectivement, quand on pense électricité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on pense principalement à CIE. D'accord. Et du coup, quand tu as fini tes études et que tu es sorti sur le marché de l'emploi, quelles ont été tes premières expériences et dans quelle entreprise professionnelle? Alors, donc, tu comprendras vraiment dans la suite que effectivement, les demandes de stages qu'on a eu à faire un peu partout, à la CIE, on a eu aussi à obtenir un stage. Donc, naturellement, il y avait deux opportunités qui nous étaient données. Il y avait un stage à la CIE et puis un stage aussi dans une autre entreprise. Et comme on était très intéressé, je l'ai dit, j'étais très intéressé par la CIE. Donc, c'est vraiment le stage à la CIE sur lequel je me suis mis en priorité. Voilà. Donc, pendant ce passage, et vraiment, ce stage, il a été très déterminant dans ma carrière, très déterminant dans ma carrière, parce qu'il m'a donné vraiment une opportunité en marge du thème d'ingénieur qui m'avait été attribué par le responsable de structure dans laquelle je suis passé. En marge de ce thème, ça m'a permis vraiment de pouvoir côtoyer pratiquement une bonne partie de l'environnement avec les hommes, les défis auxquels était confrontée voilà, une entité en charge de pouvoir être au service de la clientèle.
ça m'a permis vraiment, vraiment, et ça a été déterminant pour la suite. Certainement, quand on va échanger peut-être sur cet aspect, on pourra le comprendre. Il y a pas mal de points qui ont été très déterminants, voilà, dans ma carrière à CIE, mais qui ont commencé, voilà, par ce stage que j'ai eu, voilà, et c'était dans la zone d'Abidjan Sud. D'accord. Et donc, tu fais ce stage, donc normalement, comme tu dis, orienté technique, mais qui te permet de voir en fait toutes les fonctions de l'entreprise, tous les différents métiers, d'être sur le terrain, de voir comment ça se passe. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Tu continues maintenant en tant que salarié au niveau de la CIE ou est-ce que tu pars faire d'autres expériences? Alors, comment on appelle? Après le stage à la CIE, naturellement, on a soutenu et j'ai pu obtenir le diplôme d'ingénieur. Et juste après, ça s'est pas fait systématiquement une entrée à CIE. Donc, j'ai fini le stage, c'était en 2008. J'ai obtenu le diplôme en 2008. Et c'est en 2009, voilà, que le processus de recrutement de CIE avait commencé. Voilà, mais bien avant, dans ce laps de temps, on continuait toujours de postuler dans toute entreprise pour avoir des opportunités d'obtenir un premier emploi. Voilà, mais on était vraiment à l'écoute, voilà, d'une opportunité qui se dégagerait à CIE, voilà, pour que s'il y avait un test de recrutement, effectivement, on puisse y prendre part. Donc, c'est ce qui a été dans la suite. Mais dans ce laps de temps, j'avais effectué un stage, voilà, dans une entreprise que peut-être je ne nommerai pas ici, voilà, mais dans une entreprise, voilà, pour travailler sur aussi un volet purement électrotechnique, mais une entreprise qui travaillait dans la partie moteur, installation intérieure, variateur. Donc, ça a été une expérience de stage de qualification de 6 mois, voilà, où j'ai pu participer à élaborer une réflexion, notamment sur la mise en place d'une nouvelle politique, en tout cas d'extraction d'air au niveau d'une entité. Donc, ça a été une étude enrichissante que j'ai eu à effectuer pendant ces 6 mois. Et pendant le parcours de ce stage-là, il y a eu vraiment l'opportunité de test à CIE, voilà, auquel j'ai pris part. Et vraiment, ça s'est soldé un an après par effectivement ma sélection. Et du coup, quand tu es sélectionné au niveau de la CIE, quel est ton premier poste en tant que salarié? Alors, donc, quand on est sur on a commencé en tant qu'ingénieur distribution. Ce qu'il faut dire au niveau de la CIE, il y a plusieurs pôles métiers. Donc, il y a la partie production d'électricité, donc qui va s'occuper de toutes les entités en charge de la production, que ce soit la production thermique, la production hydraulique. Donc, il y a l'entité production. Ensuite, on a l'entité transport. Voilà, donc on a la direction qui s'occupe du transport et on a l'entité distribution. Voilà, distribution électrique. Donc, pour amener l'électricité au niveau de la clientèle, que ce soit les ménages d'un côté ou les industriels. Voilà. Nous, on a été affectés au niveau du pôle distribution, voilà, et commercialisation. Donc, c'est là-bas on a commencé à faire carrière. Donc, quand on a commencé, naturellement, on a eu un temps de formation et c'est après on a été mis en exploitation pour pouvoir dérouler l'activité. Donc, mon premier poste, il a été en direction régionale distribution et commercialisation, parce que là-bas, effectivement, ces directions sont chargées de pouvoir traiter les problématiques accès direct à l'électricité aux populations, que ce soit les populations, les industriels ou toute entité qui a besoin d'être raccordée au réseau électrique. Voilà, donc il faut pouvoir faire toute la démarche commerciale pour les prendre en compte. Il faut pouvoir travailler à réaliser leur raccordement pour pouvoir avoir accès à l'électricité. Et il faut faire leur gestion clientèle, donc la facturation, le recouvrement, le conseil, et puis tout ce qui va après, voilà, dans le parcours du client. Donc, les directions régionales, distribution sont chargées, effectivement, de pouvoir faire la gestion clientèle au quotidien pour que les clients soient satisfaits. Donc, c'est là-bas mon premier poste. J'ai commencé, bizarrement, en tant que adjoint technique commercial. D'accord. Et c'était la première fois que tu touchais des sujets commerciaux ou Totalement la première fois. Ah, Donc, d'accord. quand je suis arrivé, le directeur régional m'a dit, bon, il faut qu'au niveau de la direction régionale, on mette en place un plan d'action commerciale. J'avais jamais travaillé sur un plan d'action commercial. Et comment tu Donc, fais? je dis, mais D, je suis un ingénieur technique. Il dit, bon, ouais, ben, tu vas apprendre.
Et donc, comment Et tu c'est t'es pour ça que pris? je suis allé Mm. en librairie naturellement. Je suis allé sur Internet pour télécharger comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on rédige un plan d'action commercial, comment est-ce qu'on met en œuvre un plan d'action commercial. Donc, tout ce qui touchait au niveau du commercial, il fallait que je commence à me familiariser à ça. J'ai pris langue aussi avec des amis qui avaient fait effectivement la filière SKE en ce moment, donc qui étaient rompus aux questions commerciales pour qu'ils m'aident vraiment dans mes premiers pas. Donc, sur le conseil, sur la base de la lecture et surtout sur la base de l'apprentissage auprès des collaborateurs. Voilà, parce que j'ai appris 80% du métier auprès des collaboratrices qui étaient sur les plateaux commerciaux et qui étaient directement en direction régionale dans la filière commerciale. Donc, c'est avec elles que j'ai appris vraiment le métier. Ça m'a pris pratiquement 6 mois, mais je l'ai fait de façon très rigoureuse, en toute humilité. Ce sont mes collaboratrices qui m'ont formé. Ah, ça, Voilà. c'est très bien de le rappeler Fallait aussi. enlever la C'est vrai casquette, en que, tout cas, de manager et de chef oui. pour pouvoir apprendre le maximum pendant cette période. Donc, j'étais tous les jours sur les plateaux commerciaux pour leur demander, mais ça, comment ça se passe, pourquoi ça reste, comment on traite, ainsi de suite. J'avais mon cahier, je notais. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, naturellement, après, quand tu supervises, ça devient facile, puisque c'est Mm. eux-mêmes qui te montrent. Donc, donc, tu peux être exigeant sur la qualité des mises en œuvre de ce qu'elles-mêmes elles t'ont montré. Voilà. Et naturellement, sur les points sur lesquels il fallait apporter de l'évolution, il fallait apporter des améliorations, il fallait apporter des changements et des propositions d'organisation. J'étais mieux outillé pour dire, attention, tel qu'on a vu ici, c'est vrai, c'est bien, mais on peut apporter tel changement pour aller plus vite. Donc, cette faculté, en cas d'ingénieur, qui permet d'apporter de l'amélioration, tu l'intègres pour aider des gens qui avaient l'habitude de travailler dans un processus qui paraissait routinier. Mm. Et puis après, avec le support informatique, il fallait intégrer de nouveaux outils pour leur faciliter la tâche dans l'exécution de leurs activités opérationnelles. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Et pendant ce parcours, c'était à Gagnois. J'ai fait 2 ans là-bas. Ça a été une très bonne expérience. Voilà, donc pour mes premiers pas au niveau du commercial à CIE. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Je retiens deux choses dedans. Une première chose, où je milite pour avoir un peu et travailler avec le Data Institute qui est au sein de Polytechnique à Yamoussoukro, c'est l'importance de rajouter quand même quelques modules business dans les filières techniques. Souvent, C'est ça. les techniciens se disent ça sert à rien, mais c'est C'est important. clair. Et C'est donc, clair. l'exemple dont tu viens de nous partager le montre. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais, c'est sur l'humilité, de se dire que pour apprendre, on peut apprendre en fait de ces N-1 ou N-2. Et j'ai vécu la même expérience que toi quand je suis passée sur les sujets de data et intelligence artificielle, où le gros de ma formation, mon apprentissage a été mes équipes en fait. J'ai beaucoup Tout à appris fait. avec eux et effectivement après tu ramènes maintenant des process, des façons de travailler, la stratégie, une vision pour aller plus loin, tu facilites des choses qui font que ça accélère. Et donc, comme tu dis, il faut avoir cette humilité et pour moi c'est aussi une marque d'un grand leader de se dire je peux Ouais, avoir très, l'humilité très d'apprendre en important. fait auprès de personnes moins gradées parce que elles sont des experts sur leur sujet et je vais apprendre d'eux et venir rajouter ma touche. Donc ça, vraiment, c'est important de le mettre en avant. Et encore une fois, c'est très bien que toi, tu l'aies compris très tôt, parce que souvent, nous, on comprend peut-être un peu plus tard dans le management, mais toi, tout de suite. Et donc, c'est vraiment très bien. C'est Et ça. donc, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as quitté Ganois, tu es venu, et comment tu as commencé à monter sur des postes de management et même ton poste de direction, en fait. J'aimerais que tu arrives un peu, comment tu es arrivé dessus. Après, on va s'attarder un peu plus sur ton poste de direction. C'est Donc, en ça. fait, Alors, Ganois, où tu as fait ça a 2 ans. été, vraiment l'expérience à Gagnois a été une expérience que j'apprécie énormément parce que j'ai appris beaucoup en termes de ce que tu viens d'évoquer, non seulement auprès des collaborateurs, auprès aussi de mon directeur qui avait vraiment créé l'environnement pour que je sois à l'aise dans le travail, je prenne des initiatives, je prenne des risques. Donc, c'était des moments où j'ai pu faire quand même quelques erreurs pour lesquelles mon responsable a dû porter. Voilà. Mais ça m'a vraiment permis de pouvoir apprendre. C'est une expérience qui a duré 2 ans, mais tu as le sentiment que c'est une éternité parce que j'ai appris beaucoup. J'étais très jeune, j'avais 25 ans et la moyenne d'âge de mes collaborateurs, c'était 52 ans. À Donc, ça, il fallait pouvoir et manier tout ouais, ça et vraiment, c'était une expérience formidable, très formidable. Donc, d'accord. juste après, il y a eu une nouvelle opportunité qui s'est créée. Donc, il y a eu des mouvements et de Gagnois, j'ai été affecté
au niveau de la direction régionale Abidjan Sud, qui était la plus grande direction régionale, la plus importante en termes de nombre de clients, la plus importante en termes de chiffre d'affaires, la plus importante en termes de défis. Donc, je quitte l'intérieur avec des problématiques un peu plus différentes pour arriver à Abidjan, dans cette DIR qui était vraiment très rude. Et là, maintenant, j'étais adjoint au directeur régional, mais en charge de la partie réseau. Voilà, donc, je reviens un peu dans mon C'est cœur votre cœur de métier. de formation de base, mais avec un regard différent, avec un regard clientèle. Donc, très exigeant avec les collaborateurs sur non seulement la qualité d'exécution du travail, mais les délais, parce que les clients, ils veillent vraiment à ces deux points. Donc, il faut que cette dimension qualité du travail technique, là, on l'intègre, mais vraiment avec une notion de délai, rapidité, efficacité, ainsi de suite, parce que vraiment, il fallait vraiment aller vite. Puisque quand un client pose un problème, il faut le traiter avec diligence, il faut vraiment le suivre, il faut vraiment apporter. Et il y a cette touche-là qu'il fallait mettre. Donc, ce regard au niveau commercial que j'avais eu à Gagnois m'a vraiment aidé au niveau d'Abidjan Sud. Donc, dans la célérité du traitement des préoccupations des clients et puis dans l'accompagnement des équipes techniques, pouvoir transiter un peu de cette culture métier pure, pouvoir résoudre un problème technique, prendre le temps pour le faire, à cette culture métier, mais qui touche un peu la partie client. Il faut le faire, mais il faut le faire vite parce que derrière, il y a des clients. Des clients qui sont coupés ne peuvent pas rester plus de 2 heures, plus de 3 heures, plus de 4 heures sans électricité. Il faut rapidement trouver des solutions, il faut être diligent dans le travail, il fallait anticiper sur un certain nombre de problématiques. Donc, pourquoi un certain nombre de lignes sont perturbées? Donc, il faut pouvoir faire des analyses avec eux, trouver des solutions, régler des problèmes pour éviter que les pannes soient à répétition. Mais vraiment, il fallait les mettre dans ce bain pour qu'on travaille vraiment sur les problématiques afin améliorer non seulement la vie des clients. Je l'avais dit, j'étais parti de l'idée que je l'avais moi-même vécu. Donc, pour moi, il était intolérable qu'on puisse laisser des gens sans électricité. Donc, quand les pannes étaient difficiles, moi-même, j'étais là sur le terrain avec les équipes parce que je voulais m'assurer qu'aucun des clients ne reste sans électricité. Et quand même c'était le cas, il fallait qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire qu'il fallait faire venir des sources complémentaires. Mais il n'était pas, pour moi, il n'était vraiment pas acceptable voilà, que des clients restent sans électricité voilà, toute une journée ou toute la nuit. Parce que je me mettais vraiment dans la peau de ce que moi j'avais vécu. Je me disais qu'il y a des élèves, il y a des parents qui quittent le boulot, qui viennent d'arriver, donc ils ont besoin de se reposer. Les élèves, ils rentrent, ils doivent étudier. Donc, ça ne peut pas se faire sans électricité. Donc, il fallait vraiment travailler à ce que cette culture voilà, soit intégrée au niveau des collaborateurs et que ça puisse guider les démarches. Donc, au côté Abidjan Sud, vraiment, c'était vraiment ce défi-là qui avait été relevé. Et puis, il y avait aussi vraiment un défi de performance opérationnelle qui était très attendu. Donc, manager les équipes pour qu'on puisse arriver à pouvoir être au rendez-vous de ces performances opérationnelles-là. Et ça a été une expérience riche dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets techniques euh, qui ont permis vraiment d'améliorer considérablement hein, les indicateurs de performance de l'entreprise. Et ça nous a pris aussi 2 années. 2 ans, d'accord. Donc, 2 ans à Ganois, 2 ans à Abidjan Sud. Et ensuite, Et de là, par rapport aux résultats et tout, à tout ce qui a été apporté, donc la direction générale a estimé qu'on devait nous confier des responsabilités plus importantes. Donc, j'ai été nommé directeur régional au niveau de la région du Centre-Sud avec siège à Yamoussoukro. Voilà. d'accord. Donc, Voilà. finalement, au bout de 4 ans seulement au sein 4 de la ans, CIE. 4 ans et demi. Ah ben, waouh, félicitations, c'est assez rapide, non, comme parcours ou... Ça me semble assez rapide pour passer sur un poste de Là, direction. dans la moyenne, en son temps, c'était autour de 8 à 10 ans. Voilà. Et C'est vrai donc, que en j'ai eu la 2 fois grâce, moins de temps, toi, tu as fait j'ai eu la ce grâce vraiment bond-là. d'aller vite. Voilà. Mais je note que vraiment, c'est la solidité, en tout cas, de cette expérience acquise rapidement et ces opportunités qui se sont présentées aussi dans le contexte dans lequel on était. Donc, le rendez-vous, en cas de ces deux éléments, ont naturellement contribué à cette promotion. Et il y avait ce besoin aussi, je l'ai senti quand j'ai été reçu par la direction régionale, voilà, ce besoin d'avoir un directeur, un modèle de directeur régional, mais qui avait cette très forte orientation client. Client, c'est ça. Voilà, Et, donc il s'agissait pour la direction générale de dire, attention, une zone en tout cas comme Yamoussoukro, capitale politique,
Et tout ça, il fallait vraiment qu'on ait un visage d'un directeur régional, métier technique, mais qui a vraiment un gros intérêt, un intérêt très posé pour la partie client. Donc, il fallait vraiment commencer à tester un peu ce modèle-là. Je l'avais perçu un peu dans les attentes de la direction générale, quand on m'avait reçu, quand on m'avait échangé. Je sentais qu'il y avait vraiment encore ce besoin-là. Donc, je me suis dit, tiens, la direction générale peut-être attend vraiment qu'aujourd'hui, les directeurs régionaux aient un regard client plus poussé qu'il ne l'est techniquement. Voilà. Et c'est dans Oui. cette dynamique voilà, que j'ai travaillé en tant que directeur régional au niveau de Yamoussoukro. C'est vrai, la partie technique, il fallait vraiment l'organiser, mais j'ai plus passé du temps, et ça je te le dis, plus passé du temps à travailler sur la partie relation client, amélioration de la relation client, amélioration du visage de la relation client, de la perception des clients, de notre service, en tout cas dans cette région. Donc j'étais très à l'aise. Ça a été vraiment difficile pour les collaborateurs parce qu'il fallait s'habituer à cette nouvelle dynamique dans laquelle je voulais les entraîner, mais vraiment ils s'y sont mis et les choses se sont très bien passées par la suite. D'accord. Mais quand tu parles, hein, quand tu parlais, que tu expliques justement ce que tu as mis en place, des choses qui étaient importantes, etc., on sent vraiment dans tes explications de la rigueur dans le travail. On sent dans les explications vraiment l'importance des clients. Là, vraiment le dire, ce qui est important Ah pour moi, oui, c'est qu'à la fin de la journée, mon client il soit content, oui, qu'il ait le service qu'on lui a promis de lui donner. Enfin, ça se sent dans tes explications. Et c'est vrai qu'encore une fois, euh, pour quelqu'un qui vient d'un profil technique, c'est pas forcément toujours commun. Et moi-même, enfin, sur la rigueur de la qualité de ce qu'on doit retransmettre à nos clients, je le ressens dans tes propos. Et je comprends que ton management, ton top management ait compris cela et s'est dit, ah, ce serait bien qu'on ait de plus en plus de personnes comme ça. Et si on a des personnes comme ça qui sont dans nos différentes régions, ah, forcément, derrière, bah, le service va s'améliorer. Donc, bravo et bravo d'avoir fait ce parcours où, en fait, finalement, en 2 fois moins de temps que la moyenne classique qui existait à l'époque, toi, tu as pu avoir en fait cette progression-là. Comme quoi, vraiment, s'impliquer, prendre le travail à cœur a de l'importance et est visible, en fait. Et donc, le management voit, en fait, tout ce travail qui est fait. Donc, tout voilà. à fait. Donc, tu arrives à... Donc, déjà, on voit, hein, tu fais Ganois, tu viens à Abidjan. Maintenant, tu pars à Yamoussoukro pour gérer toute la région. Donc, ça fait 4 ans que tu es au niveau de la CIE. Et comment ça se passe au niveau de Yamoussoukro? Tu y restes combien de temps? Et est-ce que tu changes de poste étant là-bas également? Oui, à Yamoussoukro, j'ai fait 2 ans et demi, 2 ans et demi, et vous allez comprendre dans la suite. Après, au niveau de notre pôle distribution et commercialisation, donc en 2017, l'entreprise prend vraiment une orientation client beaucoup plus forte. Voilà. Donc, il y a eu une réorganisation qui est intervenue, voilà, avec la création d'une direction centrale en charge de tout ce qui est commercial, marketing et relations clients. Voilà, parce que la direction générale avait voulu donner vraiment cette impulsion, voilà, pour dire, attention, l'orientation client, elle est beaucoup plus forte et il faut que toute l'entreprise se mobilise, voilà, pour y arriver. Et je vous l'ai dit, c'est vraiment en direction régionale, voilà, que se joue vraiment tout les théâtres de la prise en charge des clients. Donc, pour mettre en place cette direction commerciale, donc on a bénéficié de compétences extérieures, voilà, qui avaient vraiment un background commercial, background marketing et autres. Et il faut trouver un profil naturellement métier, mais très intéressé par le commercial. Je pense que ça a vraiment milité dans le choix au niveau de la direction générale, voilà, de pouvoir me proposer et me nommer au poste de directeur commercial grand public en ce moment. Donc, je sors de l'environnement des DR, je suis nommé directeur commercial grand public. Voilà. Et il faut travailler de concert avec la nouvelle direction marketing, la nouvelle direction commerciale et relations clients pour mettre en place une stratégie afin de faire en sorte que, effectivement, l'orientation client soit totale au niveau du CIE. Voilà. Donc, eux, du métier purement commercial, marketing, relations clients. Voilà, moi, du métier technique, mais ayant pratiqué un certain nombre de points de commercial, c'était vraiment le meilleur mix possible pour que, effectivement, au niveau du CIE, on puisse travailler à pouvoir mettre en place et déployer voilà, une stratégie commerciale qui vienne vraiment en réponse
aux préoccupations que les clients avaient évoquées à la suite vraiment d'enquêtes, des réclamations qu'ils avaient faites et ce besoin-là de pouvoir apporter cette nouvelle impulsion et dynamique à CIE. Donc, je suis nommé directeur commercial grand public et là-bas, je fais pratiquement 2 ans et demi. Donc, la clientèle grand public, c'était essentiellement la clientèle ménage. Voilà. Et 2 ans et demi après, on m'a rajouté le portefeuille des clients industriels. Voilà, pour qu'on s'organise, pour pouvoir faire le suivi dans la même veine. Voilà, donc, et 2 ans et demi après, il y a eu encore cette réorganisation. Voilà, où je reviens maintenant, voilà, au niveau de l'intérieur du pays, avec à charge 10 directions régionales. Voilà, où effectivement, il faut gérer maintenant le commercial et les opérations. Voilà. Donc, vous comprenez un peu que le parcours en tant qu'adjoint technique commercial à Gagnois, adjoint technique réseau à Abidjan Sud, directeur régional. Voilà, donc ce profil-là devient un profil intéressant pour amener les directeurs régionaux à pouvoir vraiment embrasser voilà, ces deux entités et faire en sorte que vraiment les opérations menées en direction régionale soient au service de la clientèle et qu'elles soient conformes à toute la politique et stratégie commerciale de l'entreprise. D'accord. Donc, cette Donc, expérience-là doit m'amener à pouvoir transformer, faire des directeurs régionaux, des directeurs orientés clients, plutôt qu'orientés métier comme ça l'était à un moment donné. d'accord. Donc, si j'ai bien compris, donc après Yamoussoukro, tu reviens à Abidjan en tant que directeur commercial avec cette nouvelle entité qui est créée. D'abord grand public pendant à peu près 2 ans et demi. Ensuite, on te rajoute la partie industrielle où tu restes encore pendant à peu près 2 ans et demi. Et maintenant, tu es un promu donc en tant que directeur de toutes les régions Commercial commerciales et opération. et opérationnelles. Et là, tu es C'est ça. reparti donc à Mhm. Yamoussoukro. Et Tout maintenant, à tu as fait. les 10 directeurs régionaux. Donc, je suppose que c'est les 10 de tout le pays. C'est ça? Donc, les 10 de l'intérieur du pays, nous sommes deux. D'accord. Donc, il y a un qui a les 4 directions régionales d'Abidjan D'accord. et il y en a 10 directions régionales à l'intérieur du pays. D'accord. Et Voilà. donc, Donc, il a toi, consulté les tu 10 as les directions 10 directions régionales de régionales de l'intérieur du l'intérieur du pays. pays. Mhm. D'accord. Donc, waouh, 10 régions, 10 directeurs régionaux en dessous de toi. C'est-à-dire qu'on on passe on va dire, d'agents. Après, tu as des managers. Là, tu as 10 directeurs régionaux maintenant qui sont en dessous de toi, que tu chapeautes, tu manages. D'accord. Exactement. Mhm. Waouh. Donc, aujourd'hui, sur cette fonction-là, tu es membre du comité de direction de la CIE ou comment ça se passe? Oui, je suis membre du comité de direction élargi de la Mhm. CIE. Voilà, D'accord. donc après de l'instance supérieure qui a le comité de direction générale. Mhm. Voilà. Et puis, effectivement, à certains niveaux voilà, de décision, on a le comité de direction général élargi. D'accord. Voilà, donc, voilà, qui intègre, qu'on appelle les directeurs, et puis, je vais dire les directeurs régionaux. D'accord. Alors, j'allais te demander quel grade a été le plus dur pour toi pour monter, mais en fait, finalement, quand on suit ton parcours, il n'y en a eu aucun, et que environ tous les 2 ans et demi, tu as eu une progression. Et Effectivement, oui, donc effectivement, finalement, tu ça. n'as pas été, entre guillemets, bloqué quelque part pour l'instant. Et tu as vraiment eu cette progression-là. Est-ce que ces changements de poste, ça a été à ta demande ou ça s'est fait naturellement parce que, bah, comme tu avais des résultats, c'est le management qui t'a proposé? Oui, ça a été des décisions, en tout cas, du management au-dessus. Voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment la rencontre de carrefour de défis auxquels toute l'entreprise, donc la direction générale, est confrontée. Des défis liés aux clients, des défis liés aux évolutions de l'écosystème qui nous entoure. C'est vraiment le carrefour des défis par rapport à ça. Et puis, effectivement, des acquis, voilà, en termes de parcours qu'on a eu à avoir. Je pense que c'est ce que la direction générale manie au quotidien, voilà, pour permettre de pouvoir proposer, en cas des personnes, voilà, à un certain nombre de postes. Voilà, donc, moi, ça a été pratiquement mon cas parce que à chaque fois quand il y a eu ces défis qui se sont vraiment mis sur le chemin, voilà, je pense que j'ai pu avoir des opportunités, d'avoir déjà exercé un certain nombre de points qui pourraient vraiment aider. Là, quand je parle de direction régionale, accompagner les directeurs régionaux dans ma nouvelle fonction aujourd'hui que j'ai, mais c'est des choses que j'ai pratiquées. Voilà, donc quand tu les as pratiquées, tu peux facilement accompagner et emmener les DR à pouvoir y arriver. Voilà, donc c'est beaucoup moins de théorie
Et c'est plus vraiment des choses qui sont vraiment pratiques. D'accord. Et si tu devais regarder les compétences qui ont été les plus clés pour toi et qui ont participé à cette carrière, tu te dirais et tu voudrais recommander à des jeunes bah, de travailler sur ces compétences-là, ce serait quoi? Alors, c'est la première des choses que je veux, on aura peut-être deux pans. Il y a d'abord les valeurs et puis il y a les compétences. La première valeur sur laquelle je voudrais insister ici, c'est d'abord l'intégrité, l'honnêteté et l'humilité. Je vais les mettre vraiment dans le même panier. Voilà. J'aurais pu, quand je sors de l'école, ben, on sait un peu toujours comment ça se passe. Ingénieur diplômé et tu as une fonction de responsabilité. Naturellement, le grand chef, c'est toi qui décides et puis tu attends que tout le monde fasse. Non, c'est pas comme ça que j'ai procédé. Il fallait accepter le temps d'apprentissage qui s'est fait. Voilà. Lorsque je suis allé en stage, le même parcours d'apprentissage. Et cet apprentissage-là, il en est seulement ton métier, mais humain, parce que tu apprends à connaître tes hommes, tu apprends d'eux, mais tu apprends aussi à les connaître. Voilà. Et c'est tout ça à un moment donné que tu vas manier. Donc, mais c'est l'humilité qui te permettra d'avoir d'un certain nombre d'informations, de savoir vraiment qui ils sont, de savoir leurs forces, leurs faiblesses, quels sont les points sur lesquels tu les positionnes, comment tu peux reconfigurer une équipe, comment tu la reconstitues, comment quand c'est tendu, quels sont les leviers sur lesquels tu travailles en tant que directeur pour que l'équipe soit au mieux de sa performance. Mais tout ça, il faut beaucoup d'humilité et un temps pour pouvoir apprendre et s'adapter. Et puis, deuxième des choses, c'est vraiment là, j'ai parlé de la loyauté, de l'intégrité, de l'honnêteté. Parce que quelque part, je ne vois pas un seul manager ou un seul directeur qui va vouloir travailler avec des gens qui ne sont pas loyaux. Mais ce pas des choses qui se décrètent, c'est des choses qu'ils mesurent dans le temps. Donc, c'est important de pouvoir travailler d'abord sur ces valeurs-là. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que dans les contextes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, beaucoup sont, on est un peu pressé, hein, la génération que nous avons, mais j'insiste beaucoup d'abord sur ces différentes valeurs. Voilà, quand une entreprise, en tout cas nos emplois, il y a d'abord ces valeurs-là qui sont vraiment primordiales et qui sont vraiment universelles partout. Partout où on se retrouvera, tu n'auras jamais affaire à un manager qui va vouloir travailler avec des gens qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas intègres. Donc ça, c'est vraiment un peu un point sur lequel je veux citer. Après, en termes de faculté, c'est vraiment l'adaptation. Il faut pouvoir s'adapter. Voilà, ça, c'est un premier point sur lequel je veux vraiment insister auprès de tous ceux peut-être qui écouteront. Il faut pouvoir s'adapter. Je commence une fonction, en tout cas d'ingénieur. Moi, la majeure partie de mes collègues de l'école, quand on regarde bien, 80% ne sont pas dans la filière qu'ils ont faite à l'école. Mais c'est parce qu'ils ont eu à travailler à cette capacité de s'adapter à d'autres métiers ou à d'autres réalités, et c'est extrêmement important. Donc, je peux avoir fait une filière, mais l'environnement professionnel peut ne même pas me donner l'occasion de pouvoir l'exercer. Je peux être amené à travailler sur d'autres défis. Donc, il faut que j'ai la capacité à m'adapter, surtout. Ça, c'est un point qu'il faut noter. Deuxième aspect, c'est l'aspect collaboratif, la collaboration. Parce que, mais on ne travaille pas seul, on travaille avec les autres. Donc, il faut pouvoir collaborer. Le travail en équipe, il est extrêmement important. En équipe, on va plus vite, voilà, que seul. Mais on le dit comme ça peut paraître facile, mais c'est des choses qu'il faut pouvoir développer parce que ça t'oblige à pouvoir écouter les autres, ça t'oblige à pouvoir accepter la différence, ça t'oblige à pouvoir comprendre que, attention, on peut emprunter un chemin qui n'est pas celui que tu as pensé, voilà, et puis arriver à des résultats meilleurs. Il faut pouvoir cultiver ce travail d'équipe et il faut avoir l'humilité de reconnaître et de valoriser le bon travail fait par les autres. Très souvent, on se retrouve en entreprise où des personnes qui n'ont pas fait un travail vont vouloir s'arroger, comme on appelle la gloire du travail. Non, il ne faut pas avoir peur quand on est manager. Lorsqu'un collaborateur a fait un bon travail, de le lui dire et de faire en sorte que ce soit lui qui soit valorisé. Souvent, il y a des managers qui ont peur. Ils veulent forcément qu'on dise que c'est eux. Mais tout le monde sait que c'est toi. Tu n'as pas besoin de le dire. Quand ton collaborateur travaille bien, on sait que c'est toi. Tu n'as pas besoin de le dire. Il faut pouvoir valoriser les collaborateurs. Ça, c'est clair, c'est important. Voilà. Bon, ma première bataille, je pense et je crois fermement que ce qui a fait que j'ai vite évolué, c'est parce que je suis préoccupé par comment faire évoluer les collaborateurs. Parce que plus tes collaborateurs montent, c'est clair que tu vas monter.
suis tellement contente de t'entendre parler et on n'a jamais eu cette conversation. Je suis tellement contente de t'entendre parler parce que je dis ça tout le temps. Je dis tout le temps aux gens que il faut apprendre à valoriser ses équipes, il faut apprendre à faire monter ses équipes. Exactement. Bien sûr, dans les équipes, on a des personnes qui sont aussi, comme je dis souvent, des cassos, mais les bons éléments, il faut les pousser en avant, il faut aller les vendre, il faut aller pousser pour des Exactement. promotions, parce qu'au final, si on arrive à montrer qu'on a des successeurs, bon, c'est là où l'entreprise est capable de nous identifier pour aussi monter, et on fait monter les gens Exactement. avec nous. Et beaucoup de Exactement. gens ne comprennent pas. Je dis souvent à certains managers qui vont peut-être cacher une partie des informations, ne pas tout transmettre à leurs équipes, que vous pensez que vous vous protégez parce que vous serez la personne incontournable, mais vous serez tellement incontournable sur votre poste que vous n'allez plus bouger en fait. Vous allez rester C'est sur ça. ce poste. Tout à fait. C'est un danger. Je pense même que c'est un complexe. C'est un complexe. Non. Quand c'est un patron qui a fait le travail, il faut le dire. En tout cas, moi, je le dis toujours. Très souvent, j'ai fait l'effort de ne même pas être celui qui présente quoi que ce soit. Je fais tout pour que ce soit les collaborateurs qui soient mis en avant. Parce que c'est le travail. C'est le travail. Ce sont les initiatives, c'est le travail. Il faut pouvoir encourager. Même quand ils ont eu à mal faire, voilà, je pense qu'il y a toujours l'attitude. Voilà. Donc, il peut ne pas avoir compris, mais il y a un temps. Il faut peut-être changer ta méthode. Il faut peut-être les réécouter autrement. Il faut peut-être lui donner d'autres opportunités, et ainsi de suite. Mais je pense que tout réside dans le fait de pouvoir vraiment travailler à développer son équipe. Et chaque fois quand l'opportunité est donnée, il faut pouvoir valoriser les collaborateurs. Et ça, pendant tout le parcours, j'ai toujours travaillé à ça. Je te dirais même que je mesure un peu mon succès par le nombre de collaborateurs qui sont promus dans mon équipe. Voilà, pour moi, c'est d'abord ça. Quand tu as confié un périmètre donné, tu as confié une équipe, il y a combien de personnes que tu as amené à faire évoluer? Moi, c'est la question que je me pose tous les jours. Ah, je suis Et complètement c'est ça alignée. qui me rend les genoux. Donc, naturellement, pour qu'ils évoluent, ils sont obligés de bosser. Donc, il faut les mettre sur des défis. Il faut les accompagner à pouvoir relever des défis, voilà, qui vont faire en sorte que les résultats ils viennent naturellement parce que c'est eux qui produisent les résultats. Voilà. Ce n'est pas toi, le manager, qui fait, tu fais faire. Donc, c'est comment est-ce que tu fais en sorte que tout ça soit mis en musique pour que eux, ils soient au travail et que eux, le travail qu'ils ont fait soit reconnu. Donc, c'est Et, clair qu'ils vont te le redonner à un moment donné. non, je suis complètement alignée. En général, la plupart des équipes sont reconnaissantes d'avoir ce type de management et c'est des équipes qui sont prêtes à mouiller le maillot. Effectivement, ton équipe mouille le maillot, et que toi, tu fais en sorte que le travail qu'ils font, ils en bénéficient. Toi-même, tu en bénéficies en fait naturellement. Naturellement. Et vraiment, c'est un de mes leitmotifs. Je pense que mes anciens collaborateurs, mes collaborateurs actuels, c'est des choses qu'ils peuvent reconnaître. Je suis contente d'échanger avec un manager qui a le même mindset. Pour moi, c'est vraiment très Tout à important. fait. Donc, Et le dernier point maintenant sur lequel je vais insister, pour un manager donc il a réglé le problème de l'équipe en les faisant monter, mais après il y a sa hiérarchie. Il faut faire en sorte que sa hiérarchie avance. Il faut faire en sorte que sa hiérarchie n'ait jamais la tête baissée. Il faut faire en sorte que sa hiérarchie avance. Donc l'acharnement à travailler à faire en sorte que sa hiérarchie avance, ces éléments naturels, tu fais avancer tes collaborateurs. Tu fais en sorte que ta hiérarchie, voilà, ça touche dans de meilleures postures. Je ne crois pas qu'il y aura des circonstances qui vont faire en sorte que tu n'avances pas. Donc, tout le long de ma carrière, c'est vraiment ces deux aspects que j'ai toujours essayé vraiment de manier les collaborateurs, la hiérarchie. Faire bouger les collaborateurs, faire en sorte que la hiérarchie puisse bouger. non, mais c'est très important ce que tu dis. C'est vrai. Il faut aussi que justement, tout ce que tu fais bénéficier à ton manager, un, pour que lui aussi puisse monter, et j'ai envie de dire que les places puissent se libérer, mais surtout, euh, quand tu es sur une position de management, tu te retrouves à être dans des instances où d'autres ne sont pas et où donc ton chef est dans des instances où tu n'es pas. Et c'est lui qui va pouvoir défendre ton dossier, défendre ton cas. Et effectivement, si lui, il a pu bénéficier des retours de ton travail, sa propre carrière, il va C'est être clair. plus enclin C'est clair. C'est clair. à t'en faire bénéficier aussi. Et je pense que je ferai un podcast, d'ailleurs, je t'inviterai, mais en discussion, parce que j'ai un thème que je dis toujours aux gens, c'est apprenez à manager vos managers. Au-delà de lui donner du travail, il faut aussi apprendre à manager son manager comme on manage ses équipes. Exactement. C'est-à-dire gérer les Exactement. émotions des managers, gérer, Exactement. voilà, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on sait les sujets qui vont le fâcher, pas le fâcher.
anticiper aussi pour Tout faciliter à son fait, travail, ne pas tout toujours à fait, venir demander comment je fais, etc. Donc, tout anticiper à sur fait, les choses pour faciliter tout aussi à fait, son travail, ce qui va faire que, bah, du coup, tout de suite, on voit que toi, en tant que salarié, tu es vraiment quelque chose, quelqu'un qui est là pour me faciliter les choses. Tu es tout à un fait, avantage pour moi plutôt que un boulet ou quelqu'un vers qui je dois donner beaucoup d'énergie tout le temps. tout à fait, Donc, effectivement, ça, c'est aussi effectivement, quelque chose. C'est vrai que souvent, effectivement. les plus jeunes, quand je dis les plus jeunes, c'est pas forcément les jeunes en carrière. Parce que même à des personnes qui ont déjà 10 ans d'expérience, je me rends compte que ils n'ont pas compris cet aspect important de manager son management, en fait. Donc, C'est c'est un clair que point important. c'est pas forcément très évident. Mais puis, comme tu le dis si bien, arriver à pouvoir identifier les besoins, les besoins légitimes de ses collaborateurs et travailler à les satisfaire. Ça, pour moi, ça reste le plus déterminant pour le manager. Quels sont les besoins légitimes à un instant T donné de l'ensemble de mon équipe? Et comment est-ce que je travaille à ce que ces besoins légitimes-là, ils soient adressés de façon sérieuse? Naturellement, ils seront préoccupés par te faire les meilleures performances. Quand ils ont conscience et ils savent qu'en face d'eux, ils ont un manager, comme tu l'as dit, qui est au fait de leurs besoins et qui travaille de façon sérieuse. Je pense que c'est ça qui doit consommer le plus de temps de celui qui est en management. Ouais, je suis d'accord. Euh, Il y a une question que alors, je pense que je sens transparaître la réponse dans tes propos, mais je voudrais quand même qu'on en parle parce que Hum. j'avais fait un podcast où j'expliquais que bah, plus tu montes, plus tu prends de périmètre, plus ça te demande quand même du travail, plus ça te demande de t'adapter peut-être à des environnements stressants, etc. Et qu'à un moment donné, tu as quand même des sacrifices à faire dans ta carrière. Toi, par exemple, quand je t'entends parler, on sent quand même la rigueur, on sent du travail, donc je sais pas en termes de temps ce que ça te demande. Mais par exemple, le fait de se lever, de voir changer de ville en embarquant ou pas sa famille, mais voilà, du jour au lendemain, tu vois, à Abidjan, on te dit qu'il faut aller à Yamoussoukro, après Yamoussoukro, faut revenir à Abidjan, après il faut retourner, voilà. Et donc, je voudrais quand même que tu parles un peu de quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour garder cette rigueur et cette évolution professionnelle. Faut pas qu'on se dise que c'était forcément aussi facile que ça. Bon, C'est sauf, clair. voilà. C'est clair. C'est clair. Alors, bon, des sacrifices, d'abord, on est tous appelés à en faire. Voilà. Des sacrifices, on est tous appelés à en faire. Et tous ceux qui se retrouveront en position de management, voilà, le sacrifice paraît est inhérent à la mission. Donc, on peut pas parler, on peut pas aspirer à des fonctions de management si on n'est pas prêt à faire des sacrifices. C'est pas possible. Voilà. Et moi, particulièrement, déjà, effectivement, tous ces déplacements-là sont des sacrifices. Parce qu'à chaque fois, effectivement, il faut réinstaller la famille, il faut discuter avec la famille, et d'abord s'accorder, échanger sur la mission, présenter les défis qui soient partagés par la famille, pouvoir, je veux dire, amener la famille à partager la mission et vraiment te suivre pour pouvoir t'accompagner. Voilà. Et ça, c'est pas, c'est des points sur lesquels, effectivement, ça reste beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Voilà. De Gagnoa à Abidjan, d'Abidjan à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Abidjan, voilà, installé, et de là-bas encore à Yamoussoukro. Ça peut paraître en tout cas beaucoup. Après, comme je l'ai dit, quand tu regardes les défis de l'entreprise, il faut, quand tu es membre d'une entreprise, il faut toujours être connecté non seulement à la vision, mais aux défis de l'entreprise. Voilà, c'est ça, en tout cas, qui me paraît, en tout cas, prioritaire. Et comment faire en sorte que cette vision et ces défis-là soient rendus le plus opérationnels possible. Donc, vraiment, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de travailler avec, parce que c'est pas la direction générale qui met en œuvre. Ce sont les acteurs de terrain qui vont mettre en œuvre la vision que la direction aura définie. Mais ça prend du temps pour expliquer aux gens. Voilà. Donc, ça va demander beaucoup de déplacements, beaucoup de temps de rencontre, beaucoup d'écoute pour que les équipes arrivent à un niveau où ils aient tellement compris la vision et les défis qu'ils la mettent en œuvre le plus naturellement possible. Et quand je parlais tout à l'heure de tous ces changements-là, donc dans les grosses structures, en tout cas comme CIE, beaucoup de changements vont toujours demander un temps d'accompagnement des équipes. Ce sont les hommes constituent la première valeur. Il faut prendre du temps pour expliquer. Et ce temps-là, c'est ce temps-là vraiment que nous nous donnons. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup d'heures blanches. Mais c'est ça aussi, je pense que, il faut quand même que dans les organisations, il y ait ce type de personnes qui acceptent voilà, ce genre en cas de sacrifice, ce genre en tout cas de travail
qui demande voilà, un corps à corps avec l'humain, qui demande un travail voilà, assez acharné sur l'homme pour que tous les hommes soient porteurs effectivement de la vision des défis et qu'ils y aillent. Voilà, et ça, on le fait souvent au détriment voilà, d'ambition ou d'intérêt personnel. Voilà, parce qu'ici, il faut faire corps avec les défis de l'entreprise. Il faut travailler vraiment à se reproduire voilà, dans d'autres managers pour que les choses soient exactement faites ou mieux faites voilà, que si c'était nous-mêmes. Et je voudrais parler aussi. Est-ce que, tu sais, je le redisais en disant que mes premières interviews, je veux vraiment faire le focus sur les talents africains qui ont fait leurs études en Afrique et qui ont fait leur carrière en Afrique et qui ont fait des belles carrières. Plus tard, j'aurai d'autres profils, mais pour moi, c'est important et tu fais partie de ces talents-là. Est-ce que tu considères que, euh, est-ce que tu as déjà fait est-ce que tu as fait des formations au-delà des formations techniques métiers, hein, est-ce que tu as fait d'autres formations pendant ta carrière? Et est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir, par exemple, fait des études à l'étranger, est-ce que tu penses que ça peut être un frein aujourd'hui dans une carrière sur le continent? Alors, il est clair que avoir fait des études à l'étranger présente des avantages. Il est clair. Voilà. Et il est aussi clair que avoir fréquenté aussi au niveau du pays n'est pas un handicap. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut pouvoir manier. Aujourd'hui, avec, comme on appelle la magie des réseaux sociaux, il y a l'Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sans forcément être amené à faire des études à l'extérieur. Voilà, quoique, effectivement, ça reste toujours important et ça reste toujours un levier, voilà, un levier de progrès encore additionnel qui est à encourager. Voilà. Euh, L'autre aspect, c'est que, effectivement, toute ma formation s'est faite en Côte d'Ivoire ici, donc de la partie primaire jusqu'au supérieur en Côte d'Ivoire. Et lorsque je suis entré à CIE, j'ai eu l'opportunité, effectivement, dans mon parcours, en tant que, quand j'étais directeur commercial, voilà, de participer à un programme exécutif au niveau de ISE Business School. Voilà, donc, voilà, pour compléter effectivement cette formation technique et cette partie technique que j'avais avec vraiment des notions de management un peu plus élevées. Voilà, donc, j'ai participé au programme PMD, voilà, de ISE Barcelone School. Donc, effectivement, ça m'a permis de pouvoir me familiariser en tout cas à d'autres notions qui n'étaient pas vraiment des notions opérationnelles, mais vraiment des notions de management un peu plus élevées, qui touchent plusieurs domaines, un peu la finance, même si on ne la pratique pas. Voilà, mais comment comprendre un peu le langage du financier, comment comprendre un peu le langage de celui qui fait l'assurance, comment comprendre un peu le langage de celui qui fait toute autre chose, parce que nous sommes en entreprise avec ces compétences diverses. Donc, avoir vraiment ces notions de base là pour que, effectivement, dans l'exercice de la profession au quotidien, on intègre vraiment ce regard sur l'ensemble de ces dimensions qui sont très importantes pour l'entreprise. Voilà. On ne soit pas que des managers, que techniques, mais quand je peux être technicien, mais dans la réflexion et dans l'approche en général, que je tienne compte de tous ces aspects, voilà, dans la mise en œuvre et dans l'exécution des missions qui sont nôtres. D'accord. On arrive bientôt sur la fin de cette interview. Alors, j'ai une question qui est la question où les gens souvent ont du mal à vouloir répondre. Est-ce qu'on peut parler salaire? Euh, Je ne demande je pas suis ton pas salaire fermé, d'aujourd'hui, je précise. je suis Je ne pas, demande je pas. suis pas fermé aux questions, voilà, D'accord. mais je Donc, je ne peux, demande je pas ton peux, je salaire peux discuter ces questions d'aujourd'hui. indépendamment des questions liées à CIE. OK. Donc, en fait, je voudrais, c'est-à-dire qu'un ingénieur qui sort de Bac+5, qui commence en carrière, comme toi en tant qu'ingénieur production, distribution, excuse-moi, ou même ceux qui peuvent être ingénieurs production, ils peuvent espérer être autour de combien dans une grande entreprise en Côte d'Ivoire? Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on regarde pour les informations, en tout cas que j'ai essayé d'avoir, parce qu'on est emmené aussi à participer déjà sur le plan technique au recrutement de certains jeunes. Donc, avec les RH, on a quelques informations sur effectivement les propositions salariales, en tout cas ci et là. Les besoins tournent autour de entre 1 et 1,2. 1 million et 1,2 million. En brut ou en net? Voilà. En, en Avec brut. un net souvent qui varie entre 800 et 1 million. D'accord. Et donc maintenant, quand Mhm. on prend de l'expérience et qu'on passe, par exemple, sur
poste de management un peu avancé. Après, je sais pas moi, 4-5 ans, on peut espérer Mhm. être autour de combien? Alors après 4 5 ans, ça peut évoluer encore rapidement, ça c'était, mais la moyenne, elle se trouverait autour entre 1,7, 1,8 jusqu'à 2. D'accord, ok. Oui, après 4 5 ans. Maintenant, il faut tenir compte un peu des inflations que généralement les finances et les RH essaient de regarder, mais ça Mhm. se situera autour de là. Voilà. Donc, D'accord, démarrage autour de 1 à 1,2 en moyenne, avec un net qui va osciller entre 800 et mhm. 1 million. Après, je vais dire l'expérience à 35 ans, ça pourrait se trouver autour dans la fourchette de 1,7 à 8. Ça dépend des entreprises. Mhm. Voilà. Et puis, en marge même de ça, il peut y avoir d'autres avantages. Voilà, d'autres avantages qu'on se retrouve dans une entreprise X ou Y. Il peut y avoir d'autres avantages nature, voilà, qui peuvent être intéressants. Avantages D'accord. nature, avantages sociaux qui peuvent être intéressants. Donc, généralement, quand on parle de la question salariale, je conseille vraiment aux jeunes de regarder vraiment tous ces aspects. Voilà, il y a cet aspect, en tout cas, pécunier de façon directe en termes de dette qui touche. Il y a aussi, comme on appelle, d'autres aspects qui peuvent ne pas être valorisés directement en francs, voilà, mais qui peuvent représenter des aspects importants sur les questions liées au régime maladie, sur les questions liées à la politique sociale de l'entreprise, sur les questions liées à la solidité de l'entreprise, sur les questions liées à la projection et à la notoriété de l'entreprise. C'est toutes ces questions-là qu'il faut souvent mettre voilà, dans la balance voilà, pouvoir c'est la capacité aussi d'entreprise à pouvoir se transformer, à pouvoir générer en tout cas pas mal de défis importants. C'est des choses qu'il faut vraiment regarder voilà, avant de pouvoir décider. Il y a beaucoup qui ont eu l'expérience malheureuse de regarder que le net à payer. Ils se sont engagés. Après, c'est pas forcément toujours évident. Voilà. Je recommande d'ailleurs aux gens d'aller regarder mon podcast sur le sujet où je dis parlons salaire et j'explique justement qu'il faut regarder la totalité de son package salarial et pas que Super, le salaire. Et quand on commence à super. arriver sur des postes de directeur, du coup, voilà, on est à plus de 2 millions. Et ça monte très, très haut par la suite. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas. Oui, effectivement, quand on regarde l'écosystème en Côte d'Ivoire, effectivement, les salaires moyens de directeurs, voilà, tournent évidemment un peu plus de deux. Voilà, donc, voilà. De D'accord. ce que je sais. Ok, merci. En tout cas, tu as répondu, tu n'as pas évité le sujet. Ça donne des idées, en fait, pour tout le monde. Donc, c'est très bien. Euh, Est-ce que si tu pouvais changer quelque chose de ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé? Est-ce que tu as eu des moments où tu as douté de ta carrière voilà? J'avoue que quand je regarde, ma carrière était tellement au carrefour de plusieurs défis qui se sont présentés que je t'avoue honnêtement que j'ai pas eu vraiment de moment de doute. Voilà, parce que quand tu regardes un peu le parcours, j'ai pas eu le temps de rester dans la routine. Parce que moi, je n'aime pas la routine. Ouais, Voilà. c'est ça. Tu n'as Il pas eu le suffit temps de juste que faire je la vienne dans routine. un environnement, je vais observer les problématiques, qui vont toucher d'abord à la clientèle, puisque c'est pour eux qui sont de service, deux, qui vont toucher aux collaborateurs. Donc, il y a toujours des sujets sur lesquels tu vas travailler, qui sont des défis que je porte et je porte vraiment de tout cœur. Voilà, donc, je vais vraiment me battre. Il peut y avoir des difficultés, des défis, il peut même avoir des oppositions, mais je considère que c'est mon challenge. Voilà, donc, ça n'a vraiment pas été de tout repos, parce qu'il y a toujours des défis liés aux clients, il y a toujours des défis liés aux collaborateurs même que tu gères. Voilà, donc il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment ça. Et puis, alors, s'il y a des choses que je devais refaire, euh, j'avoue que tu poses la question maintenant. Il faut peut-être que je prenne du recul pour beaucoup y penser. Voilà, mais il y a d'autres types de formations, voilà, sur lesquelles j'aurais insisté auprès de la direction, voilà, pour les faire. Quand je prends D'accord. vraiment du recul aujourd'hui, voilà, à force d'être trop resté focus sur certains défis opérationnels, voilà, il y a d'autres types, voilà, de défis et de formations aujourd'hui que j'ai pas pu, voilà, eu le temps vraiment de pouvoir bien intégrer. Et c'est ça qui reste vraiment un point, et voilà, un point sur lequel personnellement, en tout cas, je dois travailler. Là, aujourd'hui, comme les équipes sont très bien, sont bien lancées,
sont bien lancés en termes de prise en main d'un certain nombre de problématiques. Ça me donne effectivement, comme on appelle, de la marge pour que ces aspects complémentaires, en tout cas, de la formation et mon développement, je puisse y travailler sérieusement. Parce que je pense que ça sera des défis, des éléments importants qui vont aider aussi, comme on appelle, mon entreprise à aller encore plus loin. Voilà. Et plus vite sur un certain nombre de sujets. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que tu es encore jeune, tu as encore des années de carrière devant toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mais c'est d'abord, en tout cas, la santé. Une très bonne santé. Et puis, toujours de l'énergie pour continuer d'être au rendez-vous de ces défis voilà, auxquels on sera confronté, tant pour CIE, mais c'est pas forcément que pour CIE. Il y a des défis dans lesquels, en tout cas, nous sommes à un niveau en cas de management tel qu'il est aujourd'hui. Comme on le dit, tu n'appartiens plus qu'à ton entreprise. Tu appartiens vraiment à toute une communauté, voilà, pour lesquelles, effectivement, ces valeurs que l'entreprise t'a apprises, ces valeurs que tu as acquises au terrain, ils soient vraiment mises au service voilà, de la nation, ils soient vraiment mises au service de la communauté en général. Et je pense que c'est vers ces choses-là que nous travaillons à pouvoir tendre. On prie Dieu qu'on continue d'avoir la santé et la force, voilà, l'inspiration nécessaire Amen. pour pouvoir y arriver. Amen. Bon, on arrive au terme de cette interview, donc je te remercie. Quel serait ton mot de fin? Quels seraient des conseils que tu veux donner pour clôturer? Voilà. C'est quoi ton mot de fin? Alors d'abord, le mot de fin, c'est vraiment te remercier pour cette opportunité qui a été donnée. Voilà, je pense que cet exercice où on revisite un peu le parcours paraît d'abord comme un bilan personnel. Et puis, ça donne l'opportunité de partager un bout de l'expérience qu'on a eue pour éviter aussi que ceux qui sont juste après nous fassent les mêmes erreurs que nous avons faites. Voilà, parce que c'est important que ces partages-là, ils soient faits pour que les autres qui nous suivent aillent beaucoup plus vite. Donc, les leviers qui ont permis de pouvoir progresser, je suis vraiment heureux d'avoir partagé quand même quelques éléments de ces leviers-là qui peuvent aider vraiment les jeunes frères à aller beaucoup plus vite, en tout cas, qu'on ne l'a fait. Et puis, on reste vraiment disponible. Voilà, il y a d'autres sujets pour lesquels tu souhaites qu'on aille vraiment dans le détail, tu l'as déjà évoqué, comment on appelle, manager vraiment en tout cas des managers, parce que ça reste aussi des questions qui sont souvent cruciales. Donc, les pièges qu'il faut éviter. On reste vraiment, comment on appelle, ouvert pour échanger à fond sur ces sujets de façon spécifique et détaillée. On reste vraiment disponible pour pouvoir accompagner au mieux qu'on peut la communauté. En tout cas, merci beaucoup, voilà, déjà de l'honneur et puis de la confiance qui a été placée à ma modeste personne. En tout cas, merci d'avoir accepté. C'était important, vraiment pour moi, parce que j'aime beaucoup ton parcours, j'aime beaucoup ton mindset. Et je pense que, enfin, ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on est resté, c'est vrai que sur l'aspect carrière, mais tu transmets beaucoup aux jeunes, même déjà aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Tu transmets C'est beaucoup ça. aux jeunes sur ton parcours, sur des choses à faire. Et je trouvais ça important, justement, que tu sois parmi les premiers de mon podcast. Et vraiment, oui, oui, il y aura des sujets, je pense qu'on pourra creuser sur des sujets spécifiques et où ça avec plaisir que je t'inviterai parce que je pense que ton parcours, ton expérience, ta façon d'analyser, de prendre du recul sur les choses est assez intéressante pour justement pouvoir transmettre les bons éléments à d'autres personnes pour qu'eux-mêmes puissent se remettre en question, s'améliorer, se développer, etc. Donc, merci beaucoup et merci C'est là. pour ce podcast-là et je te dis à bientôt. À très bientôt, Stella. Merci. Ok. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.tcook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.